Oui, bon, ça va, on a compris, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, je reviens comme une fleur pour vous faire des lectures manga, pourquoi pas. Bon, alors cette fois-ci, je ne me fais pas avoir, je vais présenter vraiment en détail les nouveautés, donc les tomes 1 et les one-shots, et sur ce qui est des suites. Pour ce qui est des suites plutôt, je vais vraiment survoler parce que ce sont des suites dont j'ai parlé moult fois, donc ça ne sert à rien de revenir dessus inlassablement. On commence par la maison d'édition Nobinobi qui m'a envoyé le one-shot Dracula. Donc il faut savoir que Nobinobi, comment dire, retranscrivent en manga certains classiques de la littérature, dont du coup Dracula. Alors moi je ne connaissais que très peu le classique Dracula, donc la vraie histoire de Dracula. Je n'ai jamais lu cette littérature, donc c'était pour moi le moment en fait, l'occasion de découvrir ce classique. J'ai vraiment beaucoup aimé, les décors sont juste incroyables, les personnages sont pas très attachants parce que j'ai eu du mal, beaucoup de mal à m'attacher au personnage, peut-être juste le protagoniste féminin. Par contre, ce que je peux relever d'intéressant, c'est qu'on a vraiment, comment dire, on a vraiment une narration sous forme de journal intime, donc ça nous aide vraiment à nous resituer historiquement au niveau des lieux, etc. Et bon, pas des différentes époques parce que ça se passe exactement à la même époque. Ça aide vraiment à se situer au niveau de l'histoire parce que c'est des fois assez long et assez compliqué à suivre. Toujours de Nobinobi, ils m'ont envoyé Marie-Antoinette, donc pareil, Nobinobi réadapte en manga l'histoire de grands personnages historiques. Donc là c'est Marie-Antoinette, je pense que vous la connaissez, c'était la femme de Louis XVI, celui qui s'est fait... Alors là j'avais un petit peu peur parce que quand j'ai vu la couverture je me suis dit ils ont fait quelque chose de grave mignon, mais ils ont peut-être genre survolé les passages un petit peu dramatiques parce que bon bah Marie-Antoinette, on sait tous qu'elle s'est fait aussi... Le dessin reste très doux mais on va quand même assumer ces moments historiques qui sont quand même super importants et même si c'est dramatique on va quand même l'illustrer, même si ça reste quand même mignon le dessin, mais ça n'enlève pas le caractère dramatique de ce qui se passe. Ensuite de la part de Mao, donc Mao c'est une nouvelle maison d'édition qui va faire plutôt des light novels, donc ils m'ont envoyé le tome 1, enfin le premier livre de Les enfants de Gore ou de Gorée, je ne sais pas comment ça se dit. Il y a quelques points que j'ai appréciés comme comment dire, la réalité en fait des combats et comment dire, on ne va pas minimiser les faits, c'est-à-dire que quand un mec va devoir se faire transpercer, il va se faire transpercer. Je veux dire, c'est pas mignonné, on va dire, comme light novel, c'est assez réaliste au niveau des batailles, etc. Par contre, il y a un petit truc, moi, qui m'a agacée et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Pourquoi? C'est parce qu'au début du livre, on nous fait la présentation de tous les personnages et j'ai eu énormément de mal à commencer le livre tout simplement parce que les premières pages, il faut retenir tous les noms de tout le monde et de toutes les contrées, de tous les... Enfin, j'y arrive pas, j'ai aucune mémoire et j'avais vraiment du mal à me mettre à ce livre à cause de ça. Donc si vous aimez le médiéval avec une pointe de fantastique, de merveilleux, c'est vraiment pas mal. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans le livre, on a des illustrations de temps en temps, hein, c'est pas toutes les 10 pages non plus, mais c'est sympa pour un petit se donner une idée des personnages, etc. au niveau du physique. Ensuite, de la part de la maison d'édition Doki Doki, j'ai tout d'abord reçu le tome 2 de Je suis un assassin, que j'ai toujours largement aimé, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Ensuite, le tome 2 de The Alexis Empire Chronicle, pareil, gros kiff vraiment au niveau de la stratégie, au niveau des combats, etc. De la réalité en fait d'un champ de bataille, etc. C'est vraiment sympa, les décors sont ultra dynamiques, comment dire, le développement aussi des personnages est ultra intéressant, ils sont très profonds, on survole pas juste en fait les personnages secondaires et on s'attarde pas que sur le personnage principal, c'est vraiment sympa. Et ensuite j'ai reçu le dernier tome, donc le tome 3 de Mes voisins les esprits. Alors là je dois vous avouer que j'étais un petit peu déçue parce que c'était un coup de cœur pour le tome 1, le tome 2 j'ai trouvé super chouette. Par contre pour ce qui est du tome 3, j'ai été super déçue parce que genre la fin c'est ni. En fait il n'y a pas vraiment de fin, c'est pas satisfaisant comme fin et j'ai l'impression qu'on a survolé une histoire qui aurait pu largement être plus développée. Donc je suis un petit peu déçue parce que vraiment ça aurait pu aller largement plus loin. Ensuite on va passer par la maison d'édition qui m'a envoyé le plus de tomes ce mois-ci, vraiment j'ai été très gâtée, enfin ce mois-ci, sur ces 2 mois. On va commencer par le tome 1 de Blue Period. Alors dans ce manga là on va suivre Yatora qu'on voit ici, qui est un lycéen à qui tout réussit, donc il est très studieux à l'école pour faire plaisir à sa mère. Il profite entre guillemets de sa vie de lycéen aussi de manière sociale puisqu'il sort toujours avec ses potes, il va avoir des matchs, il se bourre la gueule à chaque fois, enfin vraiment on va dire de manière extérieure on a l'impression qu'il profite vraiment de sa vie de lycéen et qu'il est très heureux comme ça. Sauf qu'en fait on va se rendre compte que Yatora c'est un jeune garçon au final qui essaye
d'être bien partout, de se faire apprécier par tout le monde. En fait, c'est quelqu'un chez qui l'opinion des autres va avoir une réelle importance dans sa vie. C'est pour ça qu'il est extrêmement studieux à l'école, c'est pour faire plaisir à sa mère et aller dans une bonne université pour bien gagner sa vie et être très très bien dans la société. Et il sort avec ses potes. En fait, il est pas vraiment animé par les matchs de foot, on va pas se mentir, enfin les matchs, je sais pas si c'est des matchs de foot, mais c'est des matchs. Il est pas très animé par ces matchs, mais il va y aller, il va accompagner ses amis, tout simplement pour leur faire plaisir, pour paraître cool, un peu bad boy, il a les cheveux décolorés pour paraître un petit peu bad boy, il fume devant ses potes mais il fume jamais genre seul en fait, c'est pas du tout une addiction, c'est juste pour paraître cool. Donc en fait voilà, c'est quelqu'un chez qui l'opinion des autres va être genre extrêmement importante. Il va tomber, je ne vais pas vous dire comment ni pourquoi, dans le monde de l'art et va trouver une réelle passion, genre vraiment c'est le truc qui va l'animer et vraiment il va s'en foutre de la vie des autres, c'est quelque chose qui va vraiment l'animer, le passionner genre jusqu'au plus profond de son cœur. Et c'est super intéressant de voir cet élève très studieux, très dans les cases, passer à quelque chose de très au final incertain je dirais. Et moi c'est un manga qui m'a beaucoup touchée. Donc déjà le service presse, on a reçu ça dans une petite pochette, vous savez, une pochette à dessin et tout ouverte, enfin vraiment le service presse était magnifique. Et c'est un manga qui m'a beaucoup touchée parce que je me suis beaucoup reconnue en ce personnage qui est à fond dans le dessin, à fond dans l'art. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé dans le manga, c'est qu'il donne réellement des tips, des astuces pour dessiner, pour peindre, il donne vraiment des conseils et ça c'est vraiment cool. Après c'est une lecture assez lourde parce qu'elle est justement enrichissante. Donc vraiment gros coup de cœur. Ensuite j'ai reçu le tome 1 de Sailor Moon, donc ça c'est la réédition de Sailor Moon, donc c'est tout simplement mieux traduit sous un autre format etc. Avec il me semble les premières pages en couleur si je dis pas de bêtises. Alors je vais pas vous faire un résumé de Sailor Moon, je pense que c'est le Magical Girl le plus connu au monde. J'avais déjà regardé l'animé Sailor Moon classique et l'autre animé Sailor Moon qui est sorti il y a pas longtemps, mais j'avais jamais lu le manga et j'ai carrément grave kiffé. Je trouve que les personnages dans le manga et pas dans l'animé ont vachement plus de caractère, leurs caractères sont vachement plus tranchés et définis que dans l'animé. Alors moi j'avais regardé aussi le nouveau là, le cristal je ne sais quoi. Les personnages sont vachement lisses et ils ressemblent tous à Sailor Moon, genre par exemple Sailor Mars, on va pas se mentir, c'est la plus impulsive, c'est la plus genre du groupe. Et dans l'animé j'étais grave déçue qu'elle soit aussi lisse, aussi comme les autres au final. Alors que là elle a vraiment un caractère de dingue. Pareil pour Jupiter, c'est vraiment la plus fleur bleue du groupe etc. Un peu la fille garçon manqué, vachement plus grande que les autres. Enfin elles ont toutes un caractère très défini dans le manga et ça j'ai grave kiffé et j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite j'ai reçu le tome 1 de Men's Life. Donc Men's Life c'est l'histoire on va dire de jumeaux, donc des faux jumeaux, un garçon, une fille. Et en fait le garçon qui est normalement dans un internat exclusivement pour garçons, va implorer sa sœur jumelle de le remplacer pour certaines raisons que je ne vais pas vous spoiler. Et en fait du coup il va lui demander de le remplacer dans cet internat, donc de prendre sa place, se travestir en homme pour pouvoir prendre sa place au sein de l'internat et que personne, genre que tout le monde n'y voit que du feu. Malgré elle, Mio, donc sa sœur jumelle, va accepter, mais ça va être vraiment un énorme challenge vu que contrairement à son frère, elle n'est pas du tout rayonnante, extravertie, elle est vraiment timide, introvertie, réservée et ça va vraiment être un challenge en fait pour elle de prendre sa place et de presque calquer son comportement et de l'imiter. C'est un shoujo, donc vous vous en doutez, il y a un mec qui va tourner autour de Mio, mais on ne sait pas si ce mec a cramé que Mio est une fille ou s'il était amoureux de son frère. Donc du coup il y a peut-être une ambiguïté qui se forme et du coup j'ai hâte de savoir comment cette ambiguïté elle va être travaillée. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment ce serait grave du spoil parce que je vous ai bien résumé je trouve le manga. Après j'attends de voir, est-ce que ça va être grave cliché genre en mode ou est-ce qu'il va y avoir des thématiques assez intéressantes qui vont être développées, notamment justement avec ce jeune homme. Est-ce que ce mec sait que c'est Mio ou est-ce qu'il pense que c'est Yuta, je ne sais pas. J'ai eu grave de suite aussi de la part de Pika. Donc j'ai eu le tome 2 de So I'm a Spider, so what? Yes, l'anglais. Toi-même tu sais. On continue sur ce style un petit peu de MMORPG, mais à la place d'incarner un humain, elle va incarner une petite araignée, enfin une grosse araignée maintenant. Grave mime, toujours aussi cool.
je kiffe. Bon, on a dit on ne passe pas 1000 ans sur les suites. On a le tome 12 de La Courtisane d'Edo qui est le dernier tome de cette série que j'adore. Et là c'est un sans faute pour moi, ça se finit extrêmement bien. C'est vraiment un mélange de romance, de drame, de faits historiques. C'est super chouette, vraiment j'ai adoré ma lecture, j'ai eu un petit peu peur dans ce tome là. Mais ça s'est bien terminé, enfin ça s'est bien terminé. Ça dépend pour qui, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai eu le tome 4 et 5 de Shibuya Elle, toujours aussi étendu, toujours autant on kiffe cette série, vraiment ça devient de plus en plus glauque et je me demande vraiment comment ils vont s'en sortir parce que pour moi c'est pas possible. Ensuite, le tome 4 de Chobits, avec toujours la petite carte au milieu, je kiffe, je les collectionne, je les affiche maintenant dans ma chambre. Toujours aussi bien là aussi. Je me rappelais vraiment pas par contre de l'histoire. Je m'en suis rendu compte, hein. Je pensais que j'avais des restes quand même de l'animé et pas du tout. Ensuite, le tome 11 de La Princesse et la Bête. Mon coup de cœur pour cette série, il est toujours immense. Je l'aime toujours d'amour et j'ai pas envie que ça se termine. Le tome 8 de Sister and Vampire, donc là ça remonte toujours autant dans mon estime. En fait, la série pour moi ça fait ça. C'est le tome 1, c'était ouais, c'est chouette, vraiment je kiffais. Un petit peu d'érotisme de temps en temps, c'est pas mal. Et puis après ça a commencé à descendre et ça fait genre 2 tomes que ça remonte en flèche, genre c'est vraiment un kiff maintenant cette série. C'est très agréable parce que ça se tourne plus, enfin ça se repose plus sur l'érotisme, donc sur l'acquis en fait de la série. On a compris que c'est de l'érotisme, passer à autre chose, grave bien. Le tome 7 de l'Atelier des Sorciers, donc je pense que vous connaissez assez mon amour pour cette série. Si vous vous tournez vers cette série en pensant que c'est juste une petite sorcière qui va apprendre la magie et tout à l'école des sorciers, non. Non. D'ailleurs c'est cool parce qu'on en apprend vachement plus sur le passé du maître et ça c'est chouette. Alors je vais passer à Kana qui m'a envoyé une nouveauté et que des suites. On va commencer par Corps Solitaire. Corps Solitaire ça va parler de Michi qui a la trentaine, qui est en couple depuis quand même pas mal de temps avec son copain. Et son copain ou son mari? Son mari. La relation en soi elle est pas mauvaise, mais il y a un truc qui fait vraiment défaut à la relation, c'est le sexe. Et vous savez que pour la plupart des couples, si le sexe ça se passe très mal, ça peut limite briser un couple. Donc en fait ça va vraiment lui peser, elle va essayer moult et moult fois de raviver cette flamme sexuelle qu'il y avait dans le couple, sauf que c'est vraiment genre un échec. Elle va se confier à son collègue, à son beau collègue, voilà, qui lui confie également que dans son couple, le sexe bat vraiment de l'aile aussi, genre ça se passe très mal pour les deux. Je pense que vous l'avez deviné, à mon avis, je pense qu'il va y avoir une ambiguïté avec ce collègue de travail pour qui le sexe aussi se passe très mal au sein de son couple. Mais revenons plutôt sur Michi et son mari. Donc je vous rassure tout de suite, la raison pour laquelle il n'y a pas de sexe entre eux n'est pas une raison horrible, genre de tromperie, etc., obscure, parce que sinon le manga ne serait pas intéressant honnêtement. Là vraiment, les deux parties pour moi ont raison et c'est très délicat dans les deux parties en fait, autant pour le mari autant pour Michi. Et en fait quand le mari de Michi va lui avouer la réelle raison de pourquoi il n'arrive pas à avoir du sexe avec elle malgré ses efforts à elle et malgré toutes les tentatives qu'elle crée, elle ne va pas le croire parce qu'elle va croire que c'est une énième fausse excuse pour ne pas avoir une relation sexuelle avec elle. On ressent vraiment la détresse de la part des deux protagonistes, on ressent vraiment ce manque de communication, on a vraiment de l'empathie envers les deux personnages, il n'y en a pas un que je plains plus que l'autre parce que vraiment les deux situations sont extrêmement compliquées à gérer. Et je vous laisserai découvrir la raison de pourquoi il ne peut pas avoir de relation avec Michi dans le tome 1. J'ai reçu aussi pas mal de suites, donc je l'avais dit, j'ai reçu le tome 2 et 3 de Ça reste entre nous, donc une série terminée en 3 tomes et donc je l'ai fini. Un petit peu déçue, le tome 1 m'avait grave hypé, genre vraiment j'étais trop en mode waouh, genre y a pas de tabou et tout. J'ai beaucoup aimé l'histoire, hein, y a pas de problème, mais je trouve que ça aurait pu être approfondi. En fait, la thématique du tome 1, comme quoi bah, elle a envie de tenter des trucs sexuels et tout, un petit peu hot et tout, il était vachement abouti dans le tome 1 et au final dans le tome 2 et 3, on revient à une romance un peu niaise et sans intérêt. Je vais pas mentir, elle est pas ouf. J'ai quand même largement apprécié ma lecture, hein, parce que bah, j'aimais beaucoup les personnages. Mais j'aurais aimé que ça parte un peu plus loin. En fait ce que je veux dire c'est que quitte à partir dans un délire avec un carnet avec les pires fantasmes, enfin les plus gros fantasmes de la nana, et que le mec lui dit genre ok genre ces fantasmes tu vas les réaliser avec moi, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin. Genre en fait il y a eu que 2-3 fantasmes qui ont été réalisés dans les 3 tomes, dont 2 dans le premier tome. Ce que je veux dire c'est que j'aurais aimé vraiment que ça aille plus loin, genre vraiment qu'on pousse le délire à fond. Après ça n'aurait pas été juste un shoujo vous me direz, mais ça aurait été
plus abouti et le concept aurait été vraiment utilisé à fond. Le tome 9 de Hailey, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler et de dire que j'aime encore toujours cette série? Non. Ensuite, Love Be Love, Live Be Left, là je suis un peu dégoûtée parce que j'avais pas le tome 10, je m'en suis même pas rendu compte, genre j'ai lu le tome 11 en mode genre, c'est bizarre, je comprends pas tout. Oui, tu m'étonnes, t'avais pas lu le tome 10 cocotte, mais ma foi j'ai beaucoup aimé quand même, ça passe. Au final ça passe, le tome 10 il devait pas apporter genre des gros éléments de scénario, quoique. Ensuite, le tome 5 de 5 Minutes Forward, cool, toujours aussi cool, enfin, je sais pas quoi dire d'autre. Le tome 6 de Jardin Secret, oh mon dieu, mais je suis toujours en amour avec la série. Ça peut paraître vraiment une série très niaise pour certains, je peux le comprendre, je le conçois, mais c'est grave mignon, enfin genre, moi je peux pas ne pas craquer devant une série comme ça. Et enfin, le dernier tome de la série Walking Cat, donc une série de zombies, hein, je pense que vous l'avez capté. J'ai bien aimé, mais je sais pas, je trouve ça trop dramatique et trop court, en fait, j'aurais aimé que l'histoire elle continue encore et encore. Quoique, vu que le chat à chaque fois, tout ce qui touche meurt limite, c'était très lourd, c'était pesant en fait comme série, mais c'est ça aussi une série de zombies, il faut que ce soit pesant aussi de temps en temps, faut pas juste que ce soit du gore, surtout que bah, du gore il n'y en avait pas tant que ça au final, ça allait. C'est juste voilà, très dramatique, faut être prêt à avoir des tromperies, des meurtres, bah, du gore, du sang, parce qu'il y a des zombies. Mais c'est une série que je recommande beaucoup pour les amateurs en tout cas de ce type de genre. On passe ensuite à Taifu Comics avec une nouveauté que j'attendais depuis très longtemps, le tome 1 de Killing Stalking. Killing Stalking, pour la petite histoire, c'est un webtoon qui est apparu il y a déjà quelques années et que j'ai lu. On va dire, je pense, de moitié en anglais puis en français, puis en anglais puis en français. Mais j'avais arrêté parce que je savais qu'un jour il allait être édité en France et Taifu Comics a réussi. Je kiffe. Donc c'est un webtoon en couleur, voilà, qui ne se lit pas comme un manga, du coup il se lit vraiment comme le webtoon de base. J'ai un amour pour cette série. Alors par contre, attendez, ce n'est pas un yaoi, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas un yaoi, c'est un thriller psychologique. Voilà, il y a que des tarés dedans, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de consentement, il n'y a rien. C'est un manga pour un public très averti, puisque comme je viens de le dire, il y a de la torture, il y a du viol, il y a du meurtre, enfin il y a vraiment tout ça à gogo. Maintenant, passons à l'histoire. Alors, on va suivre... alors, excusez-moi déjà si j'écorche les noms, je ne sais pas comment ils se prononcent, malheureusement. Alors, on va suivre Boom, je vais l'appeler Boom Yoon, voilà, qui est un jeune lycéen qui s'est entiché d'un jeune homme qui s'appelle Swang-woo. Et donc, il faut savoir que Boom Yoon a vraiment des problèmes psychologiques. Il est bipolaire, je ne vais pas vous spoiler ça vu que c'est dit dans la première page du manga, il est bipolaire et va avoir vraiment de gros soucis d'attachement et d'obsession avec ce Swang-woo. Jusqu'à même entrer par effraction chez lui juste pour sentir ses affaires, etc. Juste pour se dire genre, ah, le coussin de Swang-woo, ah, là où il marche, là où il... Non, c'est ultra glauque, ce personnage est déjà ultra glauque, voilà. En se rendant dans la cave de Swang-woo, il va se rendre compte que Swang-woo n'est pas vraiment un mec genre gentil, bienveillant. Tout ce qu'il renvoyait au final à l'extérieur avec ses amis, avec ses conquêtes et surtout envers Boom Yoon. Puisqu'il va trouver une nana attachée qui a été torturée et qui crie à l'aide. À ce moment-là, il n'avait aucune idée de toutes les conséquences de cette obsession amoureuse. Alors, c'est un manga que j'adore, que j'affectionne vraiment énormément parce qu'on est loin d'une romance, on est vraiment dans un thriller psychologique qui met en protagoniste deux personnages qui n'ont rien à voir, entre un grand dominant et un dominé, genre vraiment en mode il est faible quoi. Son obsession ne va faire que grandir en fait envers ce psychopathe, elle devrait diminuer, il devrait être dégoûté par ce mec, il devrait être dégoûté par Swang-woo, mais pas du tout, bah non, pourquoi faire? Bah non, c'est un psychopathe, c'est encore plus sexy. D'ailleurs les filles, arrêtez d'idéaliser Swang-woo, je sais qu'il est beau, c'est fait pour, il est beau, il aurait été moche, ça aurait été juste un antagoniste classique. Il est beau, certes, c'est ça qui fait son charme, justement il charme, il charme ses victimes pour les ramener chez lui, il les massacrer. Rien de sexy là-dedans. Il aurait été dégueulasse, vous l'auriez trouvé immonde, hideux, horrible, pervers. Non, moi personnellement, j'ai pas trop envie de me faire torturer dans une cave. Hein. Voilà. Enfin voilà, c'est un thriller pour un public très averti, très averti. Ce n'est pas pour tout le monde et tout le monde ne peut pas lire ce genre de choses. Merci. Suite au décès soudain de sa mère avec qui il n'avait presque plus aucun contact, Meguro revient vivre dans l'appartement qu'ils partageaient ensemble fut un temps. Il y fait la rencontre de Keishi, un garçon habillé en lycéenne. Mais loin d'être un choix, ce travestissement semble avoir été imposé au jeune homme par sa mère après son coming out. Face à cette situation familiale encore plus complexe que la sienne, Meguro ne reste pas impassible. Alors, comme vous l'avez capté, en fait, il y a une mère qui va imposer d'ailleurs un travestissement à son garçon quand il va faire son coming out. En fait, elle va l'accepter,
mais elle va se dire ah mais c'est parce qu'en fait il est pas bien dans son corps, genre il voulait être une femme, donc c'est pour ça qu'elle lui impose en fait la jupe. Voilà, je précise ce point là. Elle l'impose en fait de s'habiller comme une fille parce qu'elle se dit genre c'est une fille dans un corps de garçon, si elle aime les garçons c'est parce qu'il est trans. Enfin, non. D'ailleurs c'est un point qui m'a énormément dérangée en fait, c'est cette obsession de la mère à l'habiller comme une fille, à lui imposer la jupe alors qu'il n'a pas envie, mais il la met quand même. J'ai trouvé ça super glauque et malaisant, mais bon bref. Alors c'est un yaoi, hein, entre un adulte, un jeune adulte et un lycéen. C'est pas un yaoi qui m'a plus touché que ça. Alors il était mimes, hein, je dis pas, ça passe bien, ça passe crème, mais je pense que j'en ai tellement lu dans cette trempe là que ça ne me fait presque plus rien, ça m'a pas fait rêver. Par contre je pense que pour des gens qui débutent du yaoi ou qui veulent vraiment une petite histoire courte, mignonne comme ça, un petit one shot, ça fait pas de mal. Ensuite nous avons le manga Luminous Blue qui est un yuri cette fois-ci, donc une romance entre filles, n'est-ce pas? J'ai beaucoup aimé. Là, c'était grave mimes parce que on a une jeune fille en fait qui s'amuse à photographier tout et n'importe quoi, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui donne des émotions, etc. Et en fait, elle va s'attarder sur un ancien couple de filles qui étaient ensemble au collège mais qui ne le sont plus au lycée. Et en fait, les clichés qu'elle prend à travers son appareil photo sont magnifiques. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette petite touche poétique qui est apportée au yuri. C'est un yuri vraiment tout en douceur, c'est très très loin en fait de l'extravagance qu'on peut retrouver dans certains yuri, comme Citrus il me semble, ou comme dans certains, surtout dans les yaoi. Les yaoi, il y a beaucoup d'extravagance au niveau de la sexualité. Là ici c'est vraiment très mignon, très doux et c'est très agréable en fait. Moi qui commence vraiment les yuri, il y a un petit peu de scène sensuelle, mais ça reste très léger. Et vraiment c'est un très très bon yuri, je suis très contente de le lire. Nous avons ensuite le tome 5 de Octave. Octave qui est un yuri aussi, mais très doux également, très mignon. Enfin très mignon. Il y a de la sexualité mais c'est très doux, hein. C'est pas du tout extravagant, pardon. C'est plus porté sur... comment dire, la vie d'adulte, comment faire avec cette nouvelle sexualité qu'elle a apprise, hein, à ses dépens. Et ce coup de cœur par contre, le tome 2 de Le Monstre et la Bête, vraiment gros coup de cœur au niveau de ce manga là. Je kiffe ce mélange en fait vraiment parfait d'amour de ce monstre envers... enfin, le monstre et la bête. C'est plutôt l'amour de la bête envers le monstre, parce que le monstre c'est vraiment l'homme que vous voyez là en blanc. Donc c'est Liam, voilà, et Kavo c'est le monstre. J'ai vraiment aimé ce mélange parfait entre le yaoi, donc la romance, et le côté fantastique, merveilleux de la chose. Et enfin nous passons à Akata, qui m'envoyait pas mal de choses aussi. Donc pareil, on va commencer par les nouveautés. Back to You. Back to You qui est un one shot. Alors c'est l'histoire de Sawako et de Naohiko, qu'on va appeler Nao pour les viens de l'histoire, qui sont en couple depuis pas mal de temps déjà. Ils sont en couple depuis le lycée. Alors en fait, Sawako trouve que ça ne bat pas vraiment de l'aile dans son couple, mais elle ne trouve plus l'étincelle, la chaleur qu'il y avait à leur début. Et elle va être très triste en fait de voir qu'elle s'est mise avec un mec qui n'est plus le même qu'avant. Elle s'est mise avec le Naohiko de l'époque, elle s'est pas mise avec le nouveau Naohiko. En plus elle pense qu'il le trompe et tout, enfin c'est vraiment très compliqué cette situation. Et en fait en faisant ses courses, elle va prendre un escalier et elle va être genre dans un monde parallèle qui va la renvoyer à genre 10 ans ou 15 ans avant. Donc en fait elle va faire la rencontre du Naohiko de l'époque, le vrai Naohiko mais qu'elle a rencontré il y a 15 ans. Donc en fait ce sont deux mondes parallèles, du passé et du présent. Elle va avoir une romance aussi, du coup, malgré elle, parce que elle est quand même amoureuse du Naohiko, que ce soit l'ancien ou voilà, surtout qu'elle était amoureuse de ce Naohiko, de ce passé-là, enfin bref, je sais pas si vous me comprenez. Et donc elle va entretenir une relation, elle va romancer en fait Naohiko de l'époque et continuer sa relation, parce qu'en fait dès qu'elle remonte l'escalier, elle revient dans le présent. Voilà, et le Naohiko de l'époque ne peut pas la suivre dans le présent normal. Je pense que sinon, scénaristiquement parlant, ce serait un peu le bordel. Je suis désolée, c'est tellement sombre. Je filme, il est quoi? Il est 16h, il fait nuit. Yes. Trop bien la vie. Et du coup, elle va être dans une situation très compliquée parce qu'elle a la romance avec genre le même mec, mais à deux époques différentes. Et le problème, c'est qu'elle ne peut pas continuer sainement cette romance avec le mec du passé. C'est pas possible. Je m'arrête là parce que genre
sinon je vous spoil complètement le one shot. Déjà je trouve que je vous ai pas mal spoilé pardon. Très intéressant parce qu'on voit vraiment l'évolution d'un personnage du lycée jusqu'à la maturité adulte. C'est un one shot, ça a été un énorme coup de cœur. Je pense que j'en reparlerai dans un post parce que c'est un peu compliqué de dire mon avis comme ça rapidement. Mais c'est très profond, moi j'ai beaucoup aimé ce développement des personnages et tout. Et ce dilemme en fait de... Bah, elle fait quoi en fait? Est-ce que elle s'accroche à sa nostalgie? Est-ce qu'elle s'accroche au Naohiko de l'époque qu'elle aimait? Elle aimait pour sa fougue, son naturel, son entrain, ou est-ce qu'elle reste avec le Naohiko qui a évolué et qui évoluera d'une manière ou d'une autre en fait, tôt ou tard, et qui est devenu juste plus mature, plus posé. Donc vraiment très intéressant et je pense que ça peut parler à tout le monde. Ensuite, le tome 1 de Rendez-vous au crépuscule. Alors, connaissez-vous la maladie de la luminite? Cette maladie rare affecte peu d'individus sur Terre. Le corps de ceux qui en sont atteints brille quand il est éclairé par la lumière de la lune. Peut-on arrêter de m'envoyer des messages? Merci. Alors comme vous l'avez compris, c'est un manga qui va aborder des thématiques de maladie, de deuil et de romance. Alors, vous avez compris, il y a une jeune fille qui va donc être atteinte de cette maladie, qui va faire qu'elle va briller la nuit, genre, au contact de la lumière de la lune, etc. Et son espérance de vie est déjà dépassée, c'est-à-dire qu'elle aurait dû mourir déjà depuis belle lurette, mais qu'elle continue de vivre, donc en fait ses jours sont vraiment comptés pour le coup. Il y a un jeune lycéen en fait qui a perdu un proche il y a pas longtemps et qui va vraiment s'attacher à cette jeune fille et l'aider à réaliser ses rêves. Donc en fait elle lui fait une liste de choses à faire que elle aurait voulu faire avant de mourir, mais elle ne peut pas quitter l'hôpital sans mourir en fait. Donc en fait elle va lui confier la tâche de réaliser ses rêves à sa place et en fait de venir lui raconter ce qui s'est passé à la fin de la journée. C'est un manga que j'ai vraiment trouvé très touchant, ça me fait pas mal écho à d'autres mangas avec des maladies incurables, etc. Je l'ai vraiment trouvé très prenant. Autre petit point, c'est une série complète en 2 tomes, donc c'est une série très courte. J'espère que ça va pas être dramatique, même si connaissant Akata et connaissant un petit peu ce genre d'histoire, je sais que ça va être dramatique la fin et que je vais pas m'en remettre. J'ai acheté le tome 2 que j'ai pas encore lu, je l'ai acheté il y a quelques jours, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je donnerai mon avis complet sur la série sur Instagram, mais pour l'instant je suis vraiment conquise. Ensuite nous avons le tome 1 de Nos étoiles contraires. Donc Nos étoiles contraires c'est carrément une science-fiction en fait, vraiment très futuriste. On va parler d'êtres qu'on appelle des néothènes. Donc en fait je pense que c'est à force d'accouplement entre humains un peu bizarres, bref, avec une espérance de vie largement prolongée. Donc sont nés des néothènes. Donc les néothènes ce sont des personnes qui ont la maturité adulte mais qui ont un corps vraiment infantile en fait. Et ils vont vraiment vieillir très lentement, physiquement parlant, et ils vont vivre, il me semble, largement plus longtemps que les autres. Et leurs vies sont adaptées en fait à l'espace. Donc ça représente vraiment en fait un espoir pour l'avenir de la race humaine en fait, donc pour l'humanité. Donc on va suivre 4 néothènes et en fait les néothènes ils sont entre guillemets condamnés à choisir comme personne avec qui s'accoupler d'autres néothènes. Donc en fait les 4 ils sont obligés de s'accoupler entre eux. C'est un petit peu presque comme ça que je l'ai compris, parce que je pense pas avoir tout compris en fait du manga malheureusement. C'était tard, j'avais un peu... j'étais un petit peu fatiguée, j'avais mal au crâne et j'avoue que lire un manga de science-fiction c'était peut-être pas la meilleure idée à ce moment-là. Mais bon bref. Et en fait en voyageant dans une ville, ils vont faire la rencontre de Daphné qui est atteinte d'une maladie en fait qui est assez rare. Qui te condamne à mourir assez jeune en fait. Il n'y a pas vraiment de solution contre cette maladie. Je ne sais plus quelle maladie c'est. Ah bah oh je suis bête, c'est la maladie de Daphné en fait, voilà tout simplement. Et elle ne s'appelle pas Daphné, elle s'appelle autrement mais je ne sais plus son nom. C'est une jeune femme mystérieuse avec des longs cheveux verts et une peau blanche. Et en fait, cette femme, elle m'a marquée de ouf parce que son histoire elle est super dramatique et la fin de ce tome, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais que c'était quand même quelque chose d'assez chill, on va dire, hein, même le thème de science-fiction, etc. Je pensais que c'était vraiment chill. Et la fin elle est super dramatique et ça m'a traumatisée. Voilà, merci Nos étoiles contraires. Nos temps contraires. Oh, ce lapsus. Après, honnêtement, je ne pense pas... Enfin, c'est même pas que je pense pas, je ne vais pas continuer la série parce que même si la fin, elle m'a grave choquée, ça m'a grave étonnée et la fin m'a plu, hein. Et même si le personnage qui a la maladie de Daphné m'a vachement intriguée, j'ai vachement envie d'en apprendre plus sur ce personnage et sur les autres personnages qui ont cette maladie-là.
ça m'a pas assez pris au trip malheureusement, donc on va passer à mes achats à Kata. Donc ce ne sont pas des réceptions, j'ai acheté le tome 2 et 3 de À tes côtés. C'était un shoujo que où j'avais reçu le tome 1, j'avais énormément apprécié. J'apprécie toujours autant, mais au final je trouve super glauque le mec. Genre vraiment cette obsession qu'il a envers la nana et le fait qu'il ne veut s'entourer de personne à part d'elle, que genre il rejette complètement les autres en mode tu sais, il les prend de haut et tout. J'ai du mal, genre, et puis même son obsession avec la nana je la trouve un petit peu glauque. C'est mignon mais c'est glauque, donc je sais pas trop quoi en penser. La fille je la trouve grave mince, mais on dirait grave un pervers narcissique. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je sais pas si vous l'avez lu, mais j'avoue que je le trouve moins mince le mec. Et on va passer au manga que j'ai reçu ou acheté mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Donc il y a le tome 2 de Rendez-vous au crépuscule que je vais lire je pense ce soir tellement j'ai trop hâte de le lire. Il y a le tome 3 de Dragon Metropolis de Château Château. J'adore l'histoire, vous savez c'est un mélange de steampunk un petit peu de science-fiction, etc. Enfin pas science-fiction pardon, steampunk et... Merde, folklore un peu chinois, asiatique, je kiffe. C'est très intéressant, c'est super... c'est attrayant comme manga, voilà. De base, je pensais pas que ce serait un truc qui m'intéresserait plus que ça. Et au final, l'univers est super attrayant, il est super complet, super intéressant. Et le fait de mélanger un peu ce steampunk avec le folklore, un petit peu la tradition on va dire, c'est vraiment intéressant et je trouve cool. Donc j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome. Évidemment le tome 11 de Eden Zero dont je ne parle plus puisque si vous aimez Fairy Tail vous aimez Eden Zero. Ensuite Why Nobody Remembers My World tome 5, pareil Doki Doki que j'aime beaucoup. Le tome 13 de To You Eternity, je pensais que le tome 12 serait la fin. Voilà, je pensais que c'était la fin tellement ça m'avait marqué genre la fin et je la trouvais belle, à la fois dramatique et poignante et tout ce que tu veux. J'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il continue, mais en même temps c'était un petit peu logique que ça continue parce qu'il n'y avait pas vraiment de fin pour Im. Et enfin le tome 3 de The Alexis Empire Chronicle, donc je vous ai parlé du tome 2 tout à l'heure. Là c'est le tome 3 donc je vais aussi m'empresser de le lire parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps de le lire. Et voilà, c'est tout. C'est enfin toutes mes lectures en fait et toutes mes présentations que j'avais à faire depuis 2 mois, dont ce mois-ci. Je suis vraiment désolée pour mon retard. Alors n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram. Pourquoi? Parce que je fais des publications, des prises de photos, des scénographies, des mangas que je présente si ce sont des coups de cœur et si ça m'inspire la couverture. Et je fais aussi des réels ou des reels. Je ne sais pas comment ça se dit. Je dis des réels en français. Ce sont de mini vidéos qu'on peut comparer à des TikTok, mais moi je fais vraiment des mises en scène maintenant pour les mangas. J'en ai fait une la dernière fois sur l'atelier des sorciers. Ça me permet de vraiment mettre l'ambiance sur un manga en vidéo. Donc je trouve ça super intéressant ce format-là. Et de vous partager mon avis. Bon, ça sera plutôt sur des suites je pense, ou certaines nouveautés qui me bottent. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que YouTube c'est vrai que je suis presque pas active malheureusement. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez eu quelques idées d'achat manga. J'espère que je vous ai peut-être donné quelques petites idées. Que ce soit yaoi, shoujo, shonen, seinen, qu'importe. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!